Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une approche de la bourse qui sort vraiment de l'ordinaire. Bonjour. Imaginez qu'on puisse analyser une action, non pas avec des bilans comptables, mais avec les lois de la physique. C'est assez contre-intuitif, oui. C'est l'idée derrière notre source du jour. C'est un article de Rafa Axello qui s'intitule « Delta et vélocité, la stratégie quantitative des actions ». Et la promesse est ambitieuse. Carrément. L'idée, c'est de décortiquer une méthode qui prétend identifier la force ou la faiblesse d'une tendance boursière en mesurant sa vitesse et son accélération. On va donc parler de théorie, mais pas seulement. Non, surtout pas. On va se plonger dans le concret avec des listes d'actions à surveiller de très très près ou peut-être à éviter, qui sait. Sur le CAC 40 et le S&P 500. Exactement, avec des données de fin 2025. Absolument. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que cette méthode, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'inspire d'un outil très connu des professionnels. Le fameux delta des options. Voilà. Sauf qu'ici, l'idée est de le démocratiser, de l'appliquer directement aux actions sans toute la complexité. La question que pose la source est à la fois simple et assez puissante. C'est-à-dire? Pourquoi s'encombrer de la complexité des options quand on pourrait mesurer directement la vélocité et l'accélération d'une action? C'est cette piste qu'on va explorer. D'accord. Alors, commençons par le début, le delta. Pour celles et ceux qui sont un peu moins familiers avec ça. La source le résume très bien. Oui, c'est un indicateur qui répond à la question de combien mon option va-t-elle bouger si l'action sous-jacente bouge d'1 € ou d'1 $. C'est ça. L'exemple donné, c'est une option sur Apple avec un delta de 0,60. Si le titre Apple gagne 1 $, l'option, elle, gagne 60 centimes. C'est une mesure de sensibilité en quelque sorte. Mais là où l'article nous emmène plus loin, c'est en reliant ce concept financier à la physique. La physique newtonienne même. Exactement. Et ça peut paraître un peu mathématique, mais l'analogie est vraiment parfaite pour visualiser le truc. Imaginez que le prix d'une action à un instant T, c'est sa position, Ok, je suis. comme un point sur une carte. Voilà. La vitesse à laquelle ce prix change, c'est sa vélocité. La première dérivée pour les puristes? C'est ça. Un prix qui monte vite a une vélocité positive et élevée. Un prix qui chute, vélocité négative. Logique. Ensuite, il y a le changement de cette vitesse. Ça, c'est l'accélération. La deuxième dérivée. Est-ce que la hausse s'emballe ou au contraire, est-ce qu'elle ralentit? Et l'article va même un cran plus loin jusqu'à la troisième étape, le changement de l'accélération. On appelle ça le jerk, l'à-coup. Attendez, ça va un peu vite là. Donc si je comprends bien, on ne regarde plus seulement le prix, on regarde toute la dynamique du mouvement. C'est l'idée. La vélocité, c'est la vitesse du TGV. L'accélération, c'est de savoir si le conducteur appuie encore sur l'accélérateur ou s'il commence à freiner. Mais le jerk, c'est quoi dans cette analogie? Le jerk, c'est le moment où le conducteur retire son pied de l'accélérateur, mais de manière soudaine. Ah d'accord. La voiture accélère peut-être encore un peu, mais on sent cette secousse, cet à-coup, qui prévient que la décélération va commencer. C'est un signal avant-coureur. L'auteur le décrit comme le détecteur de retournement. C'est un peu le canari dans la mine de charbon. Le prix continue de monter, tout semble aller bien, mais cet indicateur, lui, il dit « Attention, l'air est en train de changer ». Un jerk qui passe en négatif est un signal d'alarme précoce. Ok, c'est beaucoup plus clair. On a donc ces trois piliers, vélocité, accélération, jerk. Mais j'ai vu un autre concept dans la source qui m'a l'air absolument central. La velocity quality. Oui. De quoi s'agit-il? Alors ça, c'est un point crucial. Peut-être même le plus important de toute la méthode. La quality, ça part d'un principe simple. Tous les gains ne se valent pas. D'accord. L'article utilise une analogie que j'adore, celle du pizzaiolo. Ah. Un chef qui prépare 8 pizzas parfaites en 1 heure est bien meilleur que celui qui en sort 10, mais en brûle la moitié. Bien sûr. En finance, c'est pareil. Le quality score, il mesure le gain, donc la vélocité, mais rapporté au risque-prix, c'est-à-dire la volatilité. Donc le gain par unité de risque. Exactement. Une action qui gagne 70% sur l'année de manière très stable, très régulière, aura un bien meilleur score de qualité qu'une action qui fait plus 100%, mais avec des montagnes russes qui auraient rendu malade n'importe quel investisseur. C'est la fable de la tortue et du lièvre en fait. Appliqué à la finance, c'est tout à fait ça. La qualité du mouvement prime sur la quantité. Ça se tient. Bon, la théorie est fascinante, mais ce qui intéresse tout le monde, j'imagine, c'est l'application concrète. On y vient. Et là-dessus, la source ne nous laisse pas sur notre faim. Elle a appliqué sa méthode pour établir des listes noires, des actions en décélération critique à fin 2025. C'est bien ça, hein? Exactement.
et les critères de sélection sont très stricts. C'est-à-dire? Une vélocité qui devient négative, une accélération qui plonge encore plus bas et souvent une volatilité qui explose, ce qui dégrade ce fameux quality score. Alors, allons-y. Sur le CAC 40, qui sont les mauvais élèves selon cette grille de lecture? Le podium est assez marquant. En première position, on trouve Kering, D'accord? puis Safran et enfin Thales. Waouh. Kering, avec les difficultés de Gucci, ça peut se comprendre. La source donne des chiffres. Et quel chiffre? Pour Kering, l'article mentionne une vélocité mensuelle de moins 166,3% Ah, quand même. et une accélération de moins 247,09. L'auteur parle de chute libre inertielle. Ce ne sont que des chiffres, mais ça illustre bien une réalité économique connue. Le groupe est en restructuration. Oui, mais ce qui est plus surprenant, ce sont les deux autres noms. Oui, Safran et Thales. Ce sont des piliers de l'industrie, de l'aéro, de la défense, des secteurs qu'on voit souvent comme stables, résilients. C'est là que la méthode apporte une perspective différente. Pour Thales, par exemple, la source met en avant un autre chiffre, son quality score. Ah, la fameuse qualité. Il serait le pire de tout le CAC 40 à moins 6,62. Un score aussi négatif, ça signifie que non seulement le titre baisse, mais qu'il le fait de manière chaotique. Risqué. La récompense par rapport au risque est jugée désastreuse à ce moment-là. Voilà. Ça peut signaler des doutes du marché sur la croissance future ou l'exécution de certains contrats, même si l'entreprise reste fondamentalement très solide. Il y a un autre point qui m'a interpellé dans cette liste du CAC. On y trouve des noms comme Société Générale ou Engie. Oui, pourtant, si je lis bien, leur vélocité est encore positive. Ça me paraît contre-intuitif. Donc une action peut encore monter, mais la méthode allume déjà un voyant rouge. Exactement. Et c'est tout l'intérêt de regarder l'accélération, pas seulement la vélocité. D'accord. Pour ces titres, même si le prix monte encore un peu, donc vélocité positive, l'accélération, elle, est devenue fortement négative. On en revient à notre analogie de la voiture. La voiture avance encore, mais le conducteur a non seulement levé le pied de l'accélérateur, il a commencé à appuyer sur le frein. Ok, je vois. La source interprète ça comme un signal que le mouvement s'essouffle et, je cite, que les smart monnaies vendent discrètement avant la chute. C'est l'essence même d'un signal précurseur. C'est ça. Ces signaux sur le marché français sont déjà très parlants. Mais est-ce que cette physique des marchés s'applique aussi aux États-Unis où les géants de la tech dominent? Que nous dit la source sur le S&P 500? Le modèle y est appliqué avec les mêmes critères et les résultats sont tout aussi spectaculaires, si ce n'est plus. Même les plus grandes capitalisations ne sont pas épargnées? Loin de là, la source désigne Meta, la maison mère de Facebook, comme le roi de la décélération, Ah oui. avec une vélocité mensuelle de moins 242,6%. Un chiffre colossal qui reflète une dynamique très, très négative. Et j'imagine qu'on y trouve d'autres noms familiers. Oui, la liste est un véritable who's who de la tech et de l'économie américaine. On y retrouve Tesla, par exemple. Logique, vu leur actualité récente. Oui, l'article contextualise avec des résultats trimestriels décevants, un bénéfice par action en dessous des attentes et une baisse des ventes en Chine. Tout ça crée une décélération quantifiable. Et il n'y a pas que Tesla, j'imagine. Non, la liste ne s'arrête pas là. On y trouve des noms qui peuvent surprendre, Microsoft par exemple, ou encore Netflix et Nvidia. Attendez, Nvidia. Sur cette liste, après la performance stratosphérique qu'on lui connaît, portée par l'IA, Oui, qu'est-ce qu'un signal de décélération peut bien vouloir dire pour un titre comme celui-là? c'est une excellente question. Pour un titre comme Nvidia, ça ne veut pas dire que l'entreprise va s'effondrer, bien sûr. Non, évidemment. Mais ça indique que, selon ces métriques-là, l'élan phénoménal qui a porté l'action est en train de se briser. La croissance du prix ralentit et ce ralentissement s'accélère. C'est un avertissement en somme. Oui, un avertissement que l'euphorie est peut-être terminée et qu'une période de consolidation, voire de correction, pourrait s'amorcer. Et la présence de géants comme ça, aux côtés de Walmart aussi, je crois. Oui, Ça montre que la méthode ne fait pas de favoritisme. Elle mesure la dynamique, un point c'est tout. exactement. Le message global de ces listes, c'est vraiment attention, terrain glissant. C'est ça. L'article parle d'une spirale baissière et il met en garde contre ce qu'il appelle le piège classique. Qui est Acheter une action simplement parce qu'elle a beaucoup baissé et qu'elle semble pas chère. le fameux buy the dip. Voilà, la méthode suggère que tant que la dynamique, donc vélocité et accélération, n'est pas redevenue positive, acheter, c'est comme essayer d'attraper un couteau qui tombe. L'image est claire. Et pour appuyer ce point, la source avance une statistique. 73% des actions en forte décélération continueraient de sous-performer le marché sur les 3 mois suivants.
Donc le ratio risque-rendement est jugé catastrophique. C'est le mot qu'ils emploient. C'est une philosophie très disciplinée, presque mécanique. Ça nous amène à la dernière partie de l'article qui formalise cette approche en 5 commandements du Delta Investor. Le mode d'emploi. C'est un peu ça, oui. Oui, et ces commandements résument très bien l'esprit. Le premier est fondamental, tu ne confondras pas vélocité et volatilité. Une distinction clé. La vélocité, c'est la vitesse et la direction, c'est le signal. La volatilité, c'est l'amplitude du chaos autour du mouvement, c'est le bruit. Et il faut se concentrer sur le signal, pas se laisser distraire par le bruit. C'est l'objectif. Le deuxième commandement, il découle de ça. Tu privilégieras la quality score sur la vélocité brute. On en revient à notre pizzaïolo. Mieux vaut une performance de 70% stable qu'un 100% chaotique. C'est une règle de gestion du risque avant tout. Absolument. Et il y en a un troisième que je trouve particulièrement puissant dans sa simplicité. Tu respecteras les signaux de décélération. C'est peut-être le plus difficile à appliquer émotionnellement. Sans doute. Le message, c'est que lorsque les données objectives, l'accélération qui devient négative, le jerk qui s'effondre, Quand les voyants s'allument, il faut les écouter. Même si on adore l'entreprise, même si on croit en son histoire à long terme. Il faut écouter les données. mais ça soulève une question, ça. N'est-ce pas risqué de suivre aveuglement ces signaux? On pourrait vendre une entreprise formidable juste à voir qu'elle ne rebondisse. C'est un point très juste. Sur la base d'un indicateur purement mathématique, est-ce que la source évoque les limites de l'approche? Oui, et elle ne présente pas cette méthode comme une boule de cristal, hein. Ce n'est pas infaillible. D'accord. Son but n'est pas de prédire le futur avec certitude, c'est de gérer le risque en temps réel. C'est une approche probabiliste. Voilà. L'idée est que, statistiquement, il est plus prudent de sortir d'une tendance qui s'essouffle et d'attendre que la dynamique redevienne positive plutôt que de parier sur un rebond immédiat. On rate peut-être le point bas absolu. Mais on évite aussi potentiellement une chute beaucoup plus profonde. C'est un arbitrage. On troque un potentiel de gain, le rebond parfait, contre une protection, éviter la continuation de la baisse. Donc, pour résumer, ce qu'on a exploré aujourd'hui, c'est une tentative de rendre accessible une approche quantitative presque scientifique de l'investissement, C'est ça. en s'inspirant de la physique. Cette méthode nous propose de nous concentrer sur la dynamique du mouvement des prix, sa vitesse, son accélération, sa qualité, plutôt que sur des opinions ou des prévisions. C'est une autre façon de lire le marché. Exactement. Et pour conclure, si je peux, j'aimerais proposer une dernière réflexion. Je vous en prie. L'article se concentre énormément sur les listes d'actions à éviter, celles en décélération. C'est un outil de gestion du risque, un système d'alerte. Oui. Mais au-delà de sa capacité à identifier des tendances, je me demande si la plus grande force de cette méthode n'est pas ailleurs. C'est-à-dire, Ne serait-elle pas, avant tout, un outil pour nous forcer à confronter nos propres biais d'investisseurs ? développer. Eh bien, on a tous nos actions chouchous, hein. Ces entreprises qu'on admire, dans lesquelles on a une confiance quasi aveugle. Le plus grand défi, c'est de savoir quand vendre, même quand on aime encore l'histoire. C'est la partie la plus difficile. Cette méthode, par sa nature froide, objective, pourrait nous forcer la main. Elle pourrait nous obliger à vendre une action que l'on chérit, simplement parce que les données, sans émotion, nous montrent que son élan est brisé. Un garde-fou. Peut-être que sa vraie valeur est là, servir de garde-fou purement quantitatif contre nos propres émotions, qui sont si souvent notre pire ennemi en matière d'investissement.